Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Facebook Live. On va attendre ceux qui nous rejoignent sur Zoom pour débuter la rencontre avec Philippe Sands. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas combien vous êtes, mais nous au moins on sait qu'on est là. Ouais. Converser et présenter ensemble un nouveau livre qui vient tout juste de sortir et on va attendre le top départ de la librairie qui va nous indiquer à quel moment on va pouvoir débuter la rencontre sur Zoom pour nous plonger dans une page d'histoire peu glorieuse, mais avec une enquête absolument passionnante. Donc là, on est en train d'attendre. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose pour les internautes qui sont avec nous sur Facebook. Mais j'entends des voix, donc on va pouvoir... Voilà. Donc là, normalement, tout le monde est présent et sur Facebook, là, et sur Facebook Live et sur Zoom. Donc je vous souhaite la bienvenue et nous sommes ravis d'accueillir Philippe Sands. Alors pas en vrai cette fois-ci, puisque vous étiez venu nous voir ici à Rennes avec la librairie Le Fayeur en janvier, avec et à l'invitation d'Éric Vuillard pour parler de littérature et d'histoire, et notamment de ce premier livre Retour à Lemberg, un ouvrage sur cette ville qui a de nombreuses fois changé de nationalité et de nom. Aujourd'hui, elle se nomme Lviv et elle est ukrainienne. C'est une ville qui vous a intéressé en tant que juriste, mais aussi dans votre histoire personnelle, puisque votre grand-père y est né et dans les environs sont nés deux personnages, deux juristes éminents. On ne connaît pas forcément leur nom, mais on connaît les concepts qu'ils ont inventés. Ernst Lauterpacht, qui a créé le concept de crime contre l'humanité, et Raphaël Lemkin, celui de génocide. Et puis c'est une ville dans laquelle Hans Frank est venu en 1942 comme gouverneur général de la Pologne occupée pour mettre en place l'extermination des Juifs de la région de la Galicie. Il a été jugé à Nuremberg et il y a été pendu. Et quand vous étiez venu nous voir, Philippe Sands, en janvier, eh bien, vous nous promettiez une suite. Et la suite, elle vient tout juste de sortir en France. C'était vendredi dernier aux éditions Albin Michel. C'est ce livre, La filière, un livre qui est une enquête sur un homme et sur un couple formé par Otto et Charlotte von Wachter, tous les deux de fervents nazis. Lui a été gouverneur de Cracovie, puis du district de la Galicie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et contrairement à Hans Frank, il n'a pas été attrapé et jugé puisqu'il a fui en traversant les Alpes autrichiennes vers l'Italie où il s'était rendu déjà dans les dernières années de la guerre. Et il est parti pour rejoindre une filière d'extradition qui devait emmener les nazis de l'Italie jusqu'à l'Amérique du Sud. Et lui, il est resté bloqué en Italie, à Rome et au Vatican, où il est mort le 13 juillet 1949. C'est ce parcours, Philippe Sands, que vous avez choisi de raconter en vous interrogeant à la fois sur son mystérieux décès, sur les complicités dont il a pu bénéficier pour échapper à la justice et sur ce qu'il a réellement fait, puisqu'il y a aussi une histoire, comme dans le précédent livre, sur le fils et le père, comment le fils juge et jauge le père. Je voudrais d'abord que vous nous disiez, vous qui êtes, je l'ai dit, à la fois dans le domaine du droit, juriste international, et dans le domaine de l'écriture par ces deux livres, comment il vous a intéressé, comment vous avez rencontré cet homme Otto von Wachter. Est-ce que c'était en travaillant sur Hans Frank et Retour à Lemberg que ce personnage est arrivé, que vous vous êtes dit, il y a quelque chose à fouiller sur son destin? D'abord, merci Arnaud pour cette invitation. Je suis ravi d'être encore une fois avec vous et à Rennes en virtuel. J'espère y être en réel bientôt. Nous Euh, aussi. et merci à la librairie Fayard. Je suis vraiment ravi d'être avec vous encore une fois. En fait, je suis en France, je suis dans le Vaucluse, un peu loin de chez vous, mais en France au moins. Rencontre avec les Wächter, en fait, c'était exactement comme vous dites, mais c'était un peu un accident. J'étais en train de faire les recherches sur le livre qui allait devenir Retour à Lemberg. Et un des quatre caractères, comme vous avez mentionné, c'est le juriste Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne occupée, le conseiller personnel de Adolf Hitler à un certain moment. Et j'ai rencontré son fils,
à Hambourg il y a presque 10 ans. On s'est rencontrés sur la terrasse d'un hôtel à côté de la rivière, le Elbe. Et à un certain moment, il commence la rencontre en me disant l'attitude que Nicolas a envers son père, c'est-à-dire il le déteste. La première chose que Nicolas me dit, c'est, tu sais, Philippe, tu dois savoir, je suis contre la peine de mort en tout cas, sauf dans le cas de mon père. Et on débute avec ça. Plus tard, il me dit, Philippe, tu t'intéresses dans la région de la Galicie, en Autriche occupée, en Pologne occupée par les Allemands. Le gouverneur, tu connais certainement le nom, le député de mon père, c'était Otto Wächter. Je connais son fils. Je suppose que ça pourrait vous intéresser d'aller le rencontrer. J'ai dit oui, pourquoi pas. Lui dit, mais faites attention parce qu'il n'est pas comme moi. Il aime son père, mais tu vas l'aimer. Tu vas l'apprécier, cet homme, il est sympa. Alors, quelques semaines plus tard, Nicolas et moi, on allé ensemble en Autriche, et lui en voiture, moi en avion. On s'est rencontrés dans le petit village de Hagenberg et nous avons rencontré cet homme tout à fait sympathique et génial, mais avec une autre perspective sur ses parents. Et les relations ont commencé. Ça, c'était début 2012. J'ai appris immédiatement que c'était vrai, qu'il appréciait beaucoup sa mère, son père. C'était tous les deux des nazis à 100%. Mais pour Horst, le fils, il disait, c'est mon devoir comme fils de trouver le bon dans mes parents et surtout dans mon père. Et C'est très important ce que vous venez de dire, je le souligne, Philippe, sans la parole que vous avez dite, Horst Wachter, le fils de Otto, j'essaie de trouver le bon dans le père parce qu'il a été conditionné finalement comme ça. Il a très peu connu son père. Il est né en 1939. Son père, vous le racontez dans le livre, était très peu présent dans la vie de famille puisque se déplaçant souvent et puis les relations conjugales n'étaient pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Il a disparu après la Seconde Guerre mondiale, il est mort en 1949, c'est-à-dire que le fils a très très peu connu réellement le père ou avec des souvenirs quand il était très jeune. Mais il a été complètement conditionné par sa mère qui sans arrêt a essayé de le déculpabiliser ou essayer en tous les cas d'opposer aux accusations que l'on pouvait faire sur sa participation à la solution finale, la dimension bonne du personnage. c'est tout à fait correct. Pour comprendre ce caractère, Horst, il faut vraiment comprendre non tellement ou seulement les relations entre le fils et le père, mais les relations entre le fils et la mère. Horst adorait sa maman et il adore toujours. Et parce que la maman adorait le père, lui trouve son devoir de prendre la direction qu'il prend. La première fois que j'ai rencontré Horst, j'ai rencontré aussi sa femme, Jacqueline, une femme vraiment très sympathique, suédoise. Euh, Ni Horst ni Jacqueline sont nazis du tout. Horst, pas du tout. Jacqueline vient d'une famille socialiste suédoise. Mais dans un moment privé, c'est Jacqueline qui me raconte leur histoire, elle et Horst. Tellement euh, Horst appréciait sa maman que très souvent, elle habitait pas loin de chez eux, il mangeait 2 dîners par soir. D'abord avec sa mère et plus tard avec Jacqueline. Finalement, Jacqueline n'en pouvait plus. Elle a divorcé Horst et quelques semaines après que Charlotte est décédée en 1985, il se remarie. Jacqueline revient dans un nouveau mariage entre les deux. Alors, c'est vraiment une histoire très, très compliquée. C'est Horst qui est le gardien de la mémoire de sa mère et de son père, et c'est Horst aussi qui est le gardien des archives de ses parents, tous les lettres, tous les agendas, toute la documentation. Ce Et sont des ça, c'est parents qui ont énormément écrit sa mère. Il y a de nombreux carnets, il y a des centaines de lettres. Donc, il y avait effectivement, il était gardien d'une mémoire écrite colossale qui, évidemment, vous a servi, parce que c'était un point de vue important pour faire ce livre. c'était des gens
cultivé, des gens avec une éducation. Lui, c'était un grand juriste aussi, Otto Wächter, Université de Vienne, faculté de droit. En fait, remarquablement, il arrive au fac de droit à Vienne en octobre 1919, le jour même de l'arrivée d'un collègue dans les cours, Hersch Lauterpacht. Et c'est 25 ans plus tard que Otto Wächter va exterminer la famille de Lauterpacht avec la famille de mon grand-père aussi. Alors, Lauterbach, je rappelle, c'est celui dont je citais tout à l'heure le nom, qui ouais, a inventé le concept de crime contre l'humanité. exactement. Alors, en fait, en décembre dernier, on a fait un événement à Vienne pour commémorer l'arrivée de ces deux jeunes juristes en 1919. Alors, les relations entre les deux entre Otto et Charlotte, sont vraiment d'une très grande importance. Et là, c'est un aspect que j'ai découvert dans les archives. Je pense que c'est la première fois qu'on a une archive complète de deux membres d'une famille qui étaient assis à la grande table des nazis, parce que vraiment, c'était un numéro un. Otto Wächter, très proche de Himmler, nommé plusieurs fois personnellement par Adolf Hitler, qui agissait souvent sur les décrets de Adolf Hitler. Par exemple, dans la documentation, je trouve une lettre décembre 1939. Otto à Charlotte, Otto est à Cracovie, il est gouverneur de Cracovie, il va bientôt créer le ghetto de Cracovie. Il écrit à sa femme qui demeure à Vienne, vraiment magnifique ville, tout se passe très bien ici, le Philharmonie de Vienne ils sont arrivés, ils ont fait un concert, c'était sublime, tous les ministres du gouvernement de Hitler viennent me visiter, me saluer très chaleureusement. Il y a quelques difficultés dans la région et demain je dois fusiller 50 Polonais. Alors, ça, c'est dans une lettre personnelle à la maison. Et on trouve dans leurs lettres, entre le mari et la femme, plein de petites choses comme ça qui donnent les preuves que la femme, Charlotte, savait tout. Elle savait exactement ce qui se passait. Elle était, à mon perspective, absolument complicite dans cette histoire. Et ça pose vraiment la question, quel était le rôle des femmes? Il y a un moment très clé dans leur relation. Le 15 mars 1938, c'est le jour de l'arrivée de Adolf Hitler à Vienne pour l'Anschluss, L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. exactement, l'occupation. Charlotte est déjà là. Elle fait arriver de Berlin son mari, qui arrive le matinée. Ils sont tous les deux avec Hitler sur le balcon du Hofburg, avec des centaines de milliers d'Autrichiens ceux qui sont heureux de ce changement de direction. Et après que l'événement est fini, ils rentrent dans le bâtiment, ils descendent un grand escalier en marbre et en bas, et on le sait parce que Charlotte a tout écrit dans ses mémoires, son mari Otto lui dit, alors ma chérie, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai un choix. Je peux continuer à faire mon travail comme juriste, et ça va bien marcher pour nous, ou je peux accepter l'offre de rentrer dans le gouvernement comme secrétaire d'État, chargé d'éliminer tous les juifs de fonction publique. Et c'est Charlotte qui lui dit, fini avec le droit, tu rentres en gouvernement, je veux les cocktails, je veux les fêtes, je veux Salzbourg, je veux Bayreuth avec Hitler. Ça, c'est la vie que nous allons avoir. Et c'était elle qui poussait à plein temps. Sans être dans la même relation que le couple Franck que vous racontiez dans Retour à Landenberg, où c'était plutôt la femme qui dirigeait, ou en tout cas qui voulait faire croire qu'elle dirigeait son mari Hans. Là, c'est un couple un peu plus à égalité, mais la vie mondaine, il lui a donné, mais par contre, il n'a pas arrêté la trahir, de la tromper, et ça, elle le savait aussi. Elle a composé avec, elle avait moins d'emprise sur son mari Otto von Wächter que ne l'avait l'épouse de Hans Frank sur lui. Regardez, pour comprendre un peu les relations entre ces deux personnalités complexes, épouvantables, mais remarquables, euh, il y a l'histoire de 36. En 34, Otto Wächter, c'est lui qui organise le putsch contre le gouvernement de Engelbert Dollfuss, le chancelier d'Autriche, qui trouve sa mort, qui est assassiné. Et Otto doit fuir, il part pour Berlin, il devient membre de l'SS, il commence à travailler avec Himmler. Et 2 ans plus tard, en 36,
Charlotte arrive à Berlin. Et elle découvre que son mari est en train d'avoir une histoire avec une jeune Allemande qui s'appelle Traute. Quelques mois plus tard, elle était déjà enceinte, Charlotte. Il y a un troisième enfant pour eux, une petite fille. Et elle décide de nommer la petite fille Traute. C'est le même nom que la copine de son mari. Et elle lui écrit, ça va t'apprendre une leçon. Ça, c'est des relations entre ces deux personnalités. Oui, et puis qu'on retrouve aussi à la fin de la vie, parce que là, vous venez effectivement raconter un épisode important qui est une première fuite de la part de Otto. La seconde, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il fuit en passant par les Alpes et quand il arrive à Rome, dans l'environnement du Vatican. Mais là aussi, on retrouve un autre personnage féminin, une autre prussienne, même si là, Charlotte, dans le parcours de son mari, va le rencontrer à plusieurs reprises. Elle sait qu'il y a une troisième personne dans l'histoire et elle l'accepte, elle la tolère. Okay. Mais il y a un changement dans leur relation. C'est une relation qui commence le 6 avril 1929. Ils se rencontrent dans un train Par hasard. à Vienne, par hasard. Et ça se termine 20 ans plus tard, en juillet 49, comme vous avez raconté, à Rome. Pour les premiers 15 ans, moi j'ai vraiment eu l'impression avec la documentation, les lettres, c'est Otto qui contrôle. Mais les derniers 5 ans, ça change complètement. Et c'est Charlotte qui contrôle parce que lui, il a absolument besoin de lui. Quand j'ai rencontré Horst, ce que je voulais savoir, avec l'histoire de ma famille, de mon grand-père, de ma grand-mère, c'était qu'est-ce qu'il a fait exactement pendant la guerre. Ce Wächter, gouverneur de Cracovie, gouverneur de Lemberg, c'était la tuerie, mais ça marchait comment? Et on trouve un peu dans les lettres tout ça. Mais c'est l'après-guerre, finalement, qui m'a vraiment étonné. Parce que là, au début, je ne m'intéressais pas, mais quand, en 2015, Horst me donne la totalité de l'archive sur un USB, et j'ai toute la documentation, je découvre que le 8 mai 1945, Otto Wächter, inculpé pour meurtre en masse des centaines de milliers de Polonais et de Juifs, génocide, crime contre l'humanité, il a tout fait, il disparaît absolument et totalement. Il réapparaît 4 ans et demi plus tard, mort dans un hôpital du Vatican à Rome, protégé par quelqu'un au Vatican. Alors ça, c'est une histoire qui m'intéresse et je commence à poser des questions, j'ai la documentation et je découvre que le 9 ou le 10 mai 1945, Otto a rencontré un jeune soldat du Waffen-SS, un homme qui s'appelle Bouko Ratman. Et Bouko Ratman était un tueur de partisans dans les montagnes de Yougoslavie et de l'Italie et de communistes. Et c'est lui qui va sauver Wächter. Il va l'emmener à la montagne, plus haut que 2000 mètres, où Bouko lui dit les Anglais, les Américains, les Soviétiques, les Polonais, les Juifs, ils sont trop paresseux, ils ne vont pas venir nous chercher là-haut. Je pose plusieurs questions à Horst. Mais il était comment ce Bouko? Pourquoi il a agi comme ça? Est-ce qu'ils sont restés en contact? Est-ce qu'il est resté en contact avec sa famille? Horst me regarde, il sourit, il me dit, bah, Philippe, tu peux me poser toutes ces questions et j'ai des réponses à toutes ces questions, mais on pourrait téléphoner à Bouko. Alors, c'était 2016, 71 ans après ces événements, et j'étais sidéré de découvrir que Bouko était toujours en vie. Il est décédé il y a 2 ans, là. Mais j'ai fait le seul interview que Bouko a donné dans toute sa vie. Ça a duré une longue journée. C'était incroyable d'être avec l'homme qui a sauvé Wächter, mais aussi incroyable dans sa bibliothèque, il y avait sur le mur petit photographe de Adolf Hitler en janvier 2017. Rien ne change, c'est toujours la même. Mais il était assez intéressant, ce Bouko Ratman. Il a imposé certaines conditions sur l'interview. C'est que je ne pose aucune question sur ce qui s'est passé avant le 8 mai 1945. Et sa fille m'a expliqué, c'est parce qu'il était toujours très peur que lui aussi allait être inculpé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, parce qu'apparemment, il a tué plein de personnes, plein d'Italiens, plein de Yougoslaves. Également, effectivement. Je suis en train de chercher, mais évidemment, c'est quand on cherche qu'on ne le trouve pas, parce Ouais. que dans votre livre,
il y a des images, on y viendra tout à l'heure, mais comme il y avait dans le premier, et il y a cette fameuse photo surprenante de se dire chez un homme des années 2010, voilà, toujours une photo de Hitler dans sa bibliothèque. Je voudrais quand même, je regarde si je la trouve, mais bon, c'est pas grave. Les futurs Je peux lecteurs. peut-être le mettre, je pourrais peut-être le mettre sur. Oui, puis les futurs lecteurs le trouveront. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que la femme de Otto a pris un peu le dessus dans les dernières années de la vie, et notamment dans ces années de fuite, parce qu'ils se rencontrent à plusieurs reprises. Ils ont pas des noms de code, mais en tous les cas, dans leur correspondance, ils ne disent pas exactement où qu'ils sont, mais ils savent eux-mêmes où se retrouver. C'est que c'est un homme qui est. Voilà. Ben voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc la photo, effectivement, La bibliothèque de Boko Haram. voilà, ce qui est quand même assez hallucinant encore aujourd'hui et qu'il a à la fois peur d'être attrapé et en même temps il a ça visible chez lui. Donc c'est que tous ceux, je ne sais pas s'il a beaucoup de visiteurs, mais que tous ceux qui viennent chez lui, en tous les cas, savent quelles étaient effectivement ses affinités politiques. Ouais, tout à fait. Sa femme est importante parce que cet Otto, il est tout le temps en demande d'argent dans la fuite. Fuir, ça coûte extrêmement cher. Il est complètement dépendant de sa femme dans ces dernières années en raison de cela. Oh, il est complètement dépendant sur elle pour tout. Pendant qu'ils sont à la montagne, mais c'est vraiment, elle est d'une partie épouvantable, mais d'autre façon remarquable. Tous les 2-3 semaines, Charlotte, elle passe une longue journée à faire 30-40 kilomètres, à grimper dans une montagne jusqu'à 3000 mètres pour trouver son mari, pour lui donner de la nourriture, des chaussures, des chaussettes et à Bucco aussi. Alors pendant 3 ans, tous les 2-3 semaines, les deux hommes dépendent sur elle. Et chaque 2-3 semaines, il y a un rendez-vous dans un lieu complètement différent. J'ai mis, je pense, une carte dans le livre aussi, j'ai tout découvert. Et après, ce qui s'est passé, c'est que en l'été 48, Charlotte se sent un peu coupable et elle se dit, aïe, j'ai oublié de mentionner à la maman de Bucco que son fils, il avait 23-24 ans, est toujours en vie. Alors elle dit à Madame Ratman que son adoré Bucco Burkhardt est en vie. Madame Ratman dit, je veux mon enfant immédiatement. Les deux femmes vont ensemble à la montagne, ils vont aller chercher à Bucco. Bucco descend de la montagne et Otto ne peut pas rester là tout seul. Alors Bucco m'a raconté ce que Otto a décidé de faire, c'est partir en Argentine sur le Ratline, la ligne d'Ira, Italie-Argentine. Et pour faire ça, il devait d'abord commencer avec Rome, aller trouver toute la documentation, tous les papiers, changement d'identité. Otto Wächter devient Alfredo Reinhardt, un Italien, et il arrive à Rome le 29 avril 1949, tout à fait pauvre, avec presque pas d'argent, mais avec 2 noms. Mais ce qui est intéressant pour nous, et très complexe, et je décris dans le livre, c'est que dans tous les lettres où il décrit toutes ces rencontres et dans tous ces papiers personnels que Charlotte a gardés et que Horst m'a donné, son agenda, sa documentation, son carnet d'adresses, tous les noms sont en code. Alors, on a dû passer, moi et des étudiants fabuleux en droit et en histoire et en langue, 3 ans à décoder la réalité de la chose. Alors, par exemple, le 29 avril, à 15 heures, Otto marque dans son agenda rencontre avec son Excellence. Mais on ne sait pas qui c'est son Excellence. C'est qui Excellence? 2 jours plus tard, le 1er mai, il écrit à Charlotte, il dit « Ah, c'était très bien, tout s'est bien passé. J'ai rencontré le monsieur religieux. Il m'a reconnu immédiatement. Dès qu'il savait mon nom, il a dit « Voilà toute assistance. » Ils l'ont emmené dans un monastère, le Vigna Pia monastère à Rome, une chambre là-bas, la nourriture, un peu d'argent, des fringues, tout ça. Et pendant 3 mois, il est là pour commencer à organiser le départ pour l'Argentine. Il a besoin un peu plus d'argent et là, les petites histoires encore remarquables, on découvre que pour gagner un peu d'argent, il travaillait comme un extra, comme on dit en anglais, dans les films de Cinecittà. Et on a trouvé des films où
Il y a des centaines de personnes et on trouve son visage. Il joue dans des films. Euh, et ça aussi, ça m'a vraiment étonné. Mais ce qu'on découvre, c'est que le monsieur religieux, c'est un homme important. Il s'appelle Alois Hudal et c'est lui qui a assisté à la fuite de Joseph Mengele, de Klaus Barbie, de Franz Stangl, plein de gens très connus. Et c'était l'organisateur. Mais, Arnaud, vous avez lu le livre, alors vous savez, il y avait encore plus à m'étonner. Ce n'est pas seulement l'introduction d'un haut fonctionnaire, un évêque du Vatican, qui était aux années 30 très proche avec Pie XII. Ils se sont éloignés plus tard et une grande question demeure, et je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce que Pie XII savait de toute cette histoire? Ça, je ne sais pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse parce que les archives du Vatican concernant la Seconde Guerre mondiale eh bien, viennent d'ouvrir, sauf qu'elles ont ouvert en mars 2020. Vous avez pu y accéder avant. C'était juste avant la pandémie, donc il faudra attendre évidemment quelques années pour pouvoir y retourner, quelques mois pour pouvoir y retourner et savoir effectivement exactement qui était responsable de quoi. Je propose qu'on revienne sur cette partie-là peut-être un peu plus tard. Okay. Voilà, comme je vois qu'en plus, il y a à la fois sur Zoom et sur Facebook des gens qui nous rejoignent en cours de route, et évidemment, on les salue. On est toujours avec Philippe Sands pour ce livre La filière. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière dans l'histoire et qu'on reparle un petit peu de ce couple formé par Charlotte et Otto von Wachter. C'est la rencontre donc improbable par hasard que vous avez décrit tout à l'heure dans un train entre un homme qui vient d'une famille de la noblesse, une noblesse acquise par son père en raison de ses faits d'armes pendant la Première Guerre mondiale, et d'une femme de la bourgeoisie industrielle, c'était à l'époque où l'acier était très très important, mais la politique, elle était où dans le couple? Elle était du côté de Otto. Charlotte y est venue après, mais quand elle y est venue après, elle y est venue pleinement. Alors, c'est très clair. Ils viennent les débuts sont différents pour eux. Charlotte vient d'une petite ville, Mürzzuschlag. C'est une bourgeoise protestante. Otto d'une famille militaire de Vienne, catholique. Mais ils sont tous les deux ultranationalistes et ultra-antisémites. Et ça, on le voit dans la documentation. Par exemple, en 1921, Otto Wächter était inculpé, déjà quand il est étudiant en fac de droit, pour attaquer les Juifs dans la rue. Son père, très antisémite, c'est clair que ça vient de son père, membre fondateur du Deutsche Club, la cellule nazie illicite à Vienne aux années 20 et aux années 30. Mais de Charlotte, c'est plus compliqué parce qu'elle vient d'une ville où il n'y a pas de juifs. Alors on se pose vraiment la question, ça vient d'où cet antisémitisme? Et avec elle, on a l'impression que c'est moins fort. Alors par exemple, en 1925, elle a 17 ans et c'est déjà une jeune femme forte et difficile pour ses parents. Ses parents décident que ce qui est bien pour elle, c'est faire passer un an dans une école anglaise pour apprendre la discipline, un peu la discipline britannique. Elle va habiter pendant un an à Eastbourne, elle prend le train avec ses parents et elle remarque dans son agenda, parce qu'elle commence déjà en 1925, c'est une femme intéressante, dans le voyage, dans le train, il y a un juif, ils ont flirté un peu ensemble. Alors, antisémite, oui, mais avec une sorte d'ouverture quand même de ce genre de rencontre. Alors, pour moi, la politique vient du côté de Otto, mais l'ambition, finalement, vient du côté de Charlotte. Et c'est Charlotte qui pousse son mari. C'est Charlotte qui veut les grandes rencontres avec les cinéastes, les écrivains, le festival de Salzbourg, participer à Bayreuth avec Himmler et Himmler.
Ça, c'est ce qu'elle veut avec Hitler et Himmler. Ça, c'est ce qu'elle recherche. Lui, il C'est s'en fout de plus tout ça. mondain que le côté politique. Quand il est nommé à Cracovie, elle y voit plutôt une chance d'être Ouais, vu dans le milieu mondain de Cracovie voilà, plutôt que les actions que va commettre voilà. son mari. Voilà. Mais il y a des bénéfices d'être marié à un autre fonctionnaire. Il y a d'abord les villas qui leur sont données à Vienne, à Zell am See, à Cracovie, à Lemberg, des petits châteaux, grand luxe. Il y a les objets d'art. Par exemple, décembre 1939, et ça on le sait parce que j'ai découvert l'affidavit du directeur du Musée national de la Pologne à Cracovie, musée fort reconnu. Il décrit dans son affidavit, Madame Wächter, la femme du gouverneur, est arrivée tôt le matin avec plein de soldats et un morceau de papier signé par son mari qui dit tout ce qu'elle veut, elle peut prendre pour chez nous. Et elle prend des Bruegel, des Dürer, des objets d'art remarquables et elle emmène tout chez elle. Et quand ils quittent de Cracovie, ils emmènent tout avec eux à Lemberg et à Vienne. Et quand la guerre est finie, ce qu'elle peut prendre, elle prend avec elle. Et c'est pour financer l'après-guerre qu'elle vend un petit Dürer, un tapis, une tapisserie, ce genre de trucs. Mais ça continue. Là, la première fois que j'ai rencontré Hans, j'ai vu certains objets et je me suis dit, oh, c'est intéressant, il y a une gravure, il y a de l'art de Cracovie, de l'art polonais. Je dis à Horst, mais d'où ça vient? Il m'a dit, c'est ma mère qui me les a donnés. Elle avait une pratique que nous, quand on se mariait, on était 6 enfants, euh, elle nous donnait quelques objets. Alors là, j'étais vraiment un peu frappé par ça et je lui ai suggéré qu'il devait vraiment tout retourner. Et il l'a fait. C'est assez impressionnant. Il est retourné en Pologne en 2017, il a tout retourné. Mais pas tout. Il a gardé quelques assiettes, des tasses sa mère avait obtenues à Vienne. Et quand le livre est paru, j'ai été contacté, j'ai décrit un peu, par encore des membres de la famille Mendel de Vienne, qui habite maintenant en Australie, qui veut qu'on ramène chez eux en Australie les objets qui demeurent toujours chez la propriété de Horst. Alors, il a retourné la plupart des choses, mais apparemment, ses frères, ses sœurs, ces objets restent dans la famille. Voilà. Et puis toutes les propriétés dont vous avez parlé, les maisons, les villas, les petits châteaux, on ne va pas l'évoquer, mais juste en une phrase, c'est ce qui sera retiré à Charlotte en 49 et dans ces années-là. Et du coup, à un moment, elle va se retrouver un peu sans rien, sans toit pour se loger. J'aimerais que vous nous racontiez, Philippe Sands, aussi comment est-ce qu'il se fait remarquer pour arriver aussi haut dans la hiérarchie nazie. Vous avez parlé de cette tentative de putsch contre celui qui était le chancelier autrichien à l'époque. C'était le moment de sa première fuite. Il a rejoint l'Allemagne, il s'est engagé dans la SS. Il est évidemment ravi au moment de l'Anschluss, de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Mais comment se fait-il remarquer pour monter aussi haut dans la hiérarchie, pour côtoyer Hitler, Himmler et les autres, et pour être envoyé à Cracovie pour travailler aux côtés de Hans Frank? C'est un peu dans nos jours et dans nos vies, c'est les contacts, c'est des petits groupes. Alors, par exemple, en 1937, il est rentré déjà dans le SS. Il commence à travailler pour le Sicherheitsdienst, le SD, l'arme de sécurité de l'SS. Il est juriste. Il travaille dans une cellule avec Himmler et Reinhard Heydrich et Eichmann et Karl Haas déjà en 1937, avant la solution finale et tout ça. Alors déjà, il se fait remarquer parce qu'il fait très bien son travail. C'est un homme fin, c'est un homme très beau, c'est un homme intelligent et c'est un homme qui bosse. Et c'est un homme avec une grande idéologie. Alors, il se fait remarquer très vite. En 1938, quand il est de retour à Vienne, son grand ami du Deutsche Club, Arthur Seyss-Inquart, est nommé
après l'Anschluss, le gouverneur de Ostmark, de l'Autriche occupée. En fait, en 1940, entre 40 et 45, Seyss-Inquart sera le gouverneur du Pays-Bas occupé. Et c'était inattendu pour moi, mais ce livre a été traduit, le premier traduction, c'est en hollandais, néerlandais, et le livre a été publié le même jour, en avril, qu'en anglais. Il est sur la liste des best-sellers depuis. Pourquoi? Parce que Arthur Seyss-Inquart, en 1939, quand Horst est né, devient le parrain de Horst. Et Horst, dans sa chambre où il dort, à côté de son lit, il y a une photographie de Arthur Seyss-Inquart. Qui lisent le livre sont un peu étonnés, c'est que Seyss-Inquart, comme Hans Frank, comme Kaltenbrunner, comme Göring, est dans le grand procès de Nuremberg et il est pendu en octobre 1946. Alors le parrain de Horst devient la façon dans laquelle Otto se fait nommer d'abord en Autriche et après en Cracovie. C'est toujours la même chose. C'est pas, comment dire en anglais, c'est pas qu'est-ce qu'on sait, c'est qui on connaît. C'est ça, voilà. Puisque tous ses amis, effectivement, qu'il retrouve après, sont tous bien placés et peuvent l'emmener très, très haut. Avec deux missions, d'abord en Autriche, puis ensuite à Cracovie. C'est la purge, entre guillemets, administrative d'abord, puis les limitations de déplacement des Juifs. C'est ça, sont ses premières activités. C'est directement dirigé vers l'administration publique et vers le ghetto de Cracovie. Absolument, et c'est tout signé par Wächter. On a la documentation, l'identification des Juifs, il faut le placement, la création du ghetto. On trouve ça dans la documentation, mais aussi dans la littérature, par exemple, le livre de Curzio Malaparte, Caput, qui raconte un dîner avec les Wächter, qu'il a rencontré les Wächter, qui sont allés voir le ghetto de Cracovie, et c'est Charlotte qui a raconté à Malaparte qu'elle a assisté son mari à faire le dessin du mur. Ah ben, je peux citer, alors je cite dans ce cas justement votre livre, Ouais. où justement vous faites la référence à ce journaliste Malaparte qui était déjà présent dans Retour à Lemberg, et voilà donc ce qu'il écrit à propos de leur visite du ghetto de Varsovie. Alors il faut imaginer, pour ceux qui nous suivent, c'est vraiment la tournée mondaine, la tournée des grands-ducs, aller voir ces gens, ces personnes juives qui sont mises dans la misère, qui sont enfermées, et c'est un monde, l'aristocratie qui vient les voir. Et à Cracovie, dit donc la femme de Otto, mon mari a construit autour du ghetto un mur à l'orientale avec des courbes élégantes et de jolis créneaux. Les Juifs de Cracovie ne peuvent certainement pas se plaindre. Un mur tout à fait élégant de style juif. Et plus loin, lorsqu'ils sont à Lemberg, elle écrit qu'Otto a mis en œuvre ses propres idées d'une gouvernance bonne et humaine. On voit comment est-ce qu'elle pèse sur l'écriture ou la réécriture des actes de son mari. Ouais. Elle sait très bien ce qui se passe dans ce ghetto. Mais dans les archives, et là je dois un très grand remerciement à Horst. Je ne suis pas de la même perspective de ses interprétations des faits, mais je reconnais qu'il a fait quelque chose de assez important en ouvrant au grand public, suite à un moment où Niklas Frank a traité Horst comme nazi. Horst me demande comment est-ce que je peux prouver que je ne suis pas nazi. C'est une question assez intéressante et je réfléchis. Je me dis, vous avez organisé une rencontre publique à Londres entre ces deux fils. Voilà. Et je dis à Horst après réflexion, tu sais, Horst, tu as cette archive. Les nazis ne donnent pas les archives de leurs parents nazis à un musée. Pourquoi tu ne donnes pas tout ça à un musée? Les gens peuvent tout lire et peuvent tout voir. Alors ça, il a dit, très bonne idée, je vais le faire. Il l'a fait. Dans cette documentation, 8670 pages, alors ça a pris beaucoup de temps à tout lire, on trouve de la documentation qui est vraiment complètement fascinante. Par exemple, un échange entre Otto et son père, le général en retraite, Joseph. Ça revient sur les terres de ces champs de bataille, là où Otto gouverne ces mêmes lieux. Voilà.
alors, il y a le général, l'ancien général, qui écrit à son fils, mon fils, j'ai un problème, j'ai un ami, il s'est marié avec une juive, ils ont eu un enfant, l'enfant et la maman habitent chez toi, en Cracovie. Est-ce que tu ne pourrais pas, pour moi, faire quelque chose pour assister cette jeune juive qui se trouve maintenant emmêlée dans les lois raciales? Wächter dit à son père, absolument, je vais voir ce que je peux faire, laisse ça avec moi. Il revient vers son père et on a la lettre. On a, mon cher papa, j'ai regardé, j'ai fait une recherche là-dessus, l'administration a regardé. Désolé, je ne peux rien faire. Les lois raciales sont là. Cette jeune fille est correctement impliquée dans ces lois raciales. Et les lois raciales servent un objet important. Ils nous protègent contre ces gens. Et je ne peux donc rien faire et je ne vais rien faire. Et là, on comprend en noir et blanc l'attitude de cet homme absolument strict pour les règles, absolument idéologique. Et un autre exemple, en 38-39, son boulot, c'est l'épuration de tous les juifs de la fonction publique en Autriche. Tout le monde, ministère de la Justice, facteurs, tous doivent disparaître. Même ses propres profs à l'université, même le doyen du faculté de droit, qui était son professeur, qui a signé son certificat quand il est devenu, quand il a eu sa licence en droit au fac du droit, non seulement il a viré de son boulot, mais c'est lui qui l'a envoyé à Theresienstadt, où il va mourir un an plus tard. Ça, c'est Otto Wächter. Effectivement, on voit que l'idéologie l'a complètement pris. Jusqu'où est-ce qu'il pensait qu'il pouvait rester en place? Jusqu'à quand est-ce qu'il pensait que la bataille engagée des nazis contre le reste du monde pouvait l'emporter? Parce que vous notez quand même certains moments de bascule, Philippe Sands, dans votre livre. Il y a évidemment 1942 avec la solution finale et l'application de la solution finale sur les terres qu'il gouverne. Mais vous notez aussi dans les écrits de Charlotte, de sa femme, à partir de 1943, que ça ne se passe pas si bien que cela, qu'elle se sent beaucoup moins optimiste qu'elle l'était auparavant, parce qu'évidemment, sur le côté du front de l'Est, contre les soviétiques, eh bien, l'armée allemande, avec l'opération Barbarossa, elle ne gagne plus. Ouais, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Ça, elle a compris très vite parce que ils avaient un ami très proche qui s'appelle Rudolf Pavlou, qui était maire de Cracovie, mais qui est tombé dans la corruption, qui s'est fait virer. Il est envoyé au front de l'Est et il écrit des lettres. Déjà en 42, 43, il dit c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qui se passe. Alors, ils comprennent, mais ils ne veulent pas croire. En juillet 44, l'armée rouge des soviétiques arrive à Lemberg et Wächter, encore une fois, c'est la troisième fuite. Il repart encore une fois à Berlin. 2 mois plus tard, on l'envoie au nord de l'Italie. Il commence à faire son travail en Italie, aussi un travail épouvantable avec la République de Salo et Mussolini et tous ces... C'est-à-dire tout ce qui est resté de la partie italienne qui n'avait pas encore été conquis par les Alliés par le Au Sud. nord, voilà, Il est exactement. là pour essayer de renforcer les forces en présence et de faire en sorte de stopper l'avancée des Alliés. Exactement. Et c'est là où il est en avril-mai 45, quand fin de la guerre. Et Charlotte note tout ça dans ses lettres à lui, que c'est une catastrophe. Et elle aussi, elle a très peur de l'armée rouge qui va venir chez elle à Zellemzee. En fait, c'est les Américains qui arrivent d'abord. Et elle décrit le premier rencontre avec un Américain en mai 45. Les Américains arrivent, on trouve Madame Wächter. Et la première question, est-ce que vous êtes une nazie? Et Madame Wächter, Charlotte, dit oui, absolument, je suis nazie. Et l'Américain dit, vous êtes la première à reconnaître la vérité de la chose, à nous dire ça. Et à ce moment-là, elle perd contact avec son mari. Et c'est le grand silence pour quelques semaines, pour quelques mois. Et un jour, elle arrive, une jeune fille, avec un mot écrit de son mari qui dit « Je suis en cachette à la montagne ». Et ça reprend. Voilà.
absolument. Et puis vous racontez, on va laisser les futurs lecteurs découvrir comment est-ce que les Américains se sont comportés dans la maison de Charlotte et la culpabilité qu'ils avaient de les laisser mal dormir. Un passage important aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais Otto pour montrer comme la complexité du personnage, comme un petit mot, Philippe Sand là-dessus, pour montrer la complexité du personnage, ce n'est pas quelqu'un qui partageait l'idée que les Allemands étaient des surhommes ou des hommes au-dessus de tous les autres. Il a œuvré à créer une division SS avec les Ukrainiens. Et ça a été aussi quelque chose d'important dans son parcours et qui pouvait le différencier des autres nazis. Ça, c'est la perspective de Horst. Et c'est clair que Otto Werchter faisait une sorte de catégorisation. Les moins affreux étaient les Ukrainiens, après il y avait les Polonais et après il y avait les Juifs. Et c'était pas tellement, je pense, qu'il appréciait les Ukrainiens, mais plutôt qu'il savait que les Allemands, sans des alliances, ne pouvaient pas exercer le pouvoir dans ce territoire vaste et énorme. Alors, il a identifié les Ukrainiens. Et c'est vrai qu'il a créé la division ukrainienne du Waffen-SS, qui crée des contextes intéressants. J'ai décrit dans le livre, en 2014-2015, on a tourné un film pour le BBC, My Nazi Legacy, et on découvre à une cérémonie plusieurs centaines d'Ukrainiens habillés dans les uniformes SS qui sont en train de fêter le caractère de Otto Wächter. Et pour Horst, parce que j'étais là avec lui, il a trouvé cette journée vraiment importante. Finalement, il a trouvé des gens qui aiment son papa. Le fait qu'ils sont habillés en Waffen-SS, ça lui posait pas de questions. Moi et Nicolas, on était un peu gênés, très gênés par tout ça. Mais comme il dit, et on revient au début, j'essaie de trouver le bien dans mon père, même si c'était un SS, même si c'était un nazi, même si c'était un fasciste. Et ce qui est complexe avec Horst, c'est qu'il nie pas la vérité de la chose. Il n'est pas nazi. Il nie pas que des millions de Juifs et de Polonais ont péri dans des conditions atroces. Ce qu'il dit, c'est que mon père n'était pas impliqué parce que ce n'était pas son caractère. Il n'a pas de preuves. Donc ce C'était son n'était pas caractère. que ça. Donc, il n'était pas que nazi, il avait quand même une dimension humaine qu'il faut valoriser. Mais la documentation parle contre cette approche. La documentation est noir et blanc. Et pour moi, c'est absolument clair. Je suis non seulement prof de droit, mais je plaide devant les tribunaux internationaux, dans les affaires de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Si Werchter aurait été attrapé, il aurait été devant un tribunal, il aurait été condamné et à 100%, il aurait été pendu. Et Horst m'a interdit de parler de ça devant lui. Vous avez dit, s'il avait été attrapé, il aurait été jugé. Ce qui m'amène à vous poser cette question, Philippe Sands, jusqu'où il était recherché, pourchassé durant sa fuite, à partir du moment où il commence à disparaître et qu'on le retrouve, ou que vous le retrouvez dans un monastère à côté de Rome en 1949. Est-ce qu'il était vraiment sur une liste recherchée par les Soviétiques, par les Américains, par les Alliés, par les Polonais, par les Juifs? Il était sur toutes les listes. Numéro top, les premiers 10 sur toutes les listes. Déjà, le New York Times, en 1942, il est sur les top 10, les 10 le plus important des nazis en Europe occupée. Alors, c'est vraiment un grand important. Et là, ce qui s'est passé m'a vraiment, je peux presque dire, flippé. Je découvre que quand il arrive à Rome, comme j'ai expliqué, il rencontre ce monsieur religieux, Alois Hudal. Et après, je découvre que non seulement Alois Hudal assistait les nazis de se fuir envers l'Amérique du Sud, mais Hudal travaillait pour les Américains. Hudal, il y avait une cellule gérée par l'ancien CIC, l'avant CIA, gérée par un homme qui s'appelait Thomas Lucide, qui a trouvé un ancien camarade de Wächter, je ne vais pas donner le nom ici parce que ça devient important dans l'histoire, qui gérait une petite cellule de 8 personnes
anti-soviétiques, anticommunistes à Rome, 3 nazis, 3 fascistes et 2 membres du Vatican. L'évêque Alois Hudal payait $50 par mois par les Américains et encore plus hallucinant, le porte-parole du pape, un cardinal, un espion pour les Américains. Et là, revenons à la question, qu'est-ce que Pie XII savait? Ça me paraît quasi implausible que le pape ne savait pas que son porte-parole et son ancien camarade Hudal travaillaient pour les Américains. C'est-à-dire, au moment où Wächter arrive à Rome, il se pense recherché par les Américains et par les autres, mais le jour même où il arrive, et on a les preuves, comme vous allez voir dans le livre, Hudal donne l'information aux Américains que Wächter est arrivé. Alors les Américains qui sont en train de faire la chasse savent le jour où il arrive, où il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il s'appelle, son nom, tout. Ils n'ont rien fait. Et ça m'a vraiment choqué. Alors peut-être une explication, une proposition d'explication à la fois du fait que les Américains n'aient rien fait, mais aussi de la responsabilité ou de ce que l'on peut supposer de la responsabilité du Vatican et à sa tête de son pape Pie XII. Est-ce que tout ça s'explique par le fait qu'on est en 49, début vraiment de la guerre froide, et que même pendant la guerre, on sait que l'Église était très anticommuniste et que ça a été une des reproches qui lui a été fait d'être pas forcément tolérant avec les nazis, mais donc de ne pas trop en faire avec les nazis parce qu'il y avait cet ennemi communiste. Mais là, on est en 49, c'est-à-dire que vraiment, c'est le début de la guerre froide. Est-ce que c'est une explication pour vous, Philippe Sands, au fait qu'on sait où est Wächter, mais qu'on le laisse à peu près tranquille? Je dis à peu près parce qu'on viendra tout à l'heure sur c'est à peu près. On le laisse tranquille parce qu'on voit son carnet d'adresse. Et voilà. Et là, je suis tombé par accident dans les conséquences, comme vous dites, de la guerre froide. Alors là, j'ai une autre chance de la vie, c'est que j'habite à Londres, dans ma maison à Londres, j'habite à côté d'un écrivain qui connaît un peu plus que moi sur la guerre froide. Il y a beaucoup écrit de romans dessus. Qui écrit les romans, les thrillers, qui s'appelle John le Carré. Alors, je vais prendre un thé avec mon voisin. Je lui explique que j'ai découvert cette histoire un peu hallucinante, les Wächter, la guerre froide, Rome. J'arrive chez lui, il me demande d'emmener quelques gâteaux parce qu'il aime ça, de lui donner de la documentation en avance, comme ça il peut se préparer. On est installé chez lui. Il me dit, bah, c'est assez remarquable, Philippe, parce que en fait, j'y étais en 49. Et je lui dis, quoi? Comment tu étais? Il me dit, oui, j'avais 18 ans. J'étais un jeune soldat britannique dans l'armée britannique. Et j'avais 18 ans. Je travaillais dans une cellule qui interrogeait les anciens nazis. Quoi? Pour les recruter? Je lui dis. Non, absolument pas. Pour les poursuivre en justice, je lui dis. Non, absolument pas. Pour les recruter. Et il m'explique comment, à ce moment, en 49, il était impliqué dans ce projet de recruter contre les communistes les anciens nazis pour leur carnet d'adresses, pour leurs idées, pour leurs contacts, pour leur connaissance de qui était qui dans le monde communiste et anticommuniste. Et voilà la réalité de notre monde, un monde vraiment un peu sale. Oui, parce qu'on savait effectivement pour les scientifiques qu'ils étaient très fortement convoités par les soviétiques et par les Américains, mais on le savait moins pour ces gens-là qu'il y avait des carnets d'adresses et des renseignements colossaux. C'est un peu On savait pour les scientifiques, on savait pour les scientifiques, on savait déjà que pour le projet d'aller à la Lune en 69, il y avait des anciens nazis qui ont participé au projet des États-Unis, surtout sur la bombe nucléaire, c'est la même chose. Mais ce qu'on ne savait pas vraiment, c'était que c'est aussi au niveau politique, ceux qui torturaient, ceux qui faisaient des interrogations, ceux qui géraient les camps de concentration, eux aussi, ils servaient à quelque chose. Et le Carré m'a expliqué, il y avait une sorte de certificat de on les blanchissait. On perdait la documentation, on les blanchissait
il travaillait pour nous. Il y a une histoire invraisemblable, mais là que je vais vraiment laisser les lecteurs découvrir, c'est ce qui est advenu du cadavre de Otto von Wächter, parce qu'il a été enterré et déterré à plusieurs reprises, lui aussi a voyagé. Il y a cette énigme quand même de la mort d'Otto von Wächter. Alors là, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot aussi. On laisse les lecteurs découvrir, parce que j'aimerais bien quand même qu'on se réintéresse à nouveau à cet évêque Udal, parce que lui, il n'a pas non plus été laissé tranquille. Son nom est réapparu des années plus tard, lorsque Eichmann a été retrouvé en Amérique du Sud et emmené pour être jugé en Israël. C'est-à-dire que lui aussi, son nom, il s'est inscrit dans l'histoire et lui aussi, on lui a demandé des comptes à nouveau. Oui, en 52, en fait, Udal se fait virer pour, quand les nouvelles sortent qu'il avait protégé Wächter, qui meurt dans ses bras. Et il décrit tout ça dans des lettres à Madame Wächter, et Madame Wächter arrive à Rome, et Otto est enterré le 16 juillet 49 dans le cimetière central, le cimetière Verano, très connu, à Rome. 10 ans plus tard, Udal prend contact avec Charlotte. Il dit: ah, Madame Wächter, j'ai oublié de vous dire que votre mari a souhaité être enterré chez lui, en Autriche. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas le chercher? Alors, elle fait une demande d'exhumation et elle a le droit d'exhumer le corps, mais pas de l'enlever de l'Italie. C'était avant l'Union européenne. Mais elle avait une fille qui s'était mariée avec un Italien et qui habitait à Palerme, en Sicile. Et alors, elle reçoit un accord pour enlever le corps, pour l'emmener en Sicile et pour l'enterrer dans un mausoléum en Sicile. Elle arrive à Rome dans sa voiture avec son beau-fils. Elle ne dit pas à son beau-fils ce qu'elle fait, et le beau-fils ne savait pas que dans la boîte, il y avait le corps de son mari. Mais le corps disparaît. Le corps n'arrive pas en Sicile. Et ça, j'ai découvert dans les archives de la famille, parce qu'il y a plein d'articles de journaux qui disent que le corps du gouverneur SS Wächter a disparu et que Interpol est à la recherche du corps de l'ex-nazi criminel. Déjà, non seulement on émet des rumeurs comme dans toute mort mystérieuse pour Voilà. savoir si vraiment il est mort ou pas, mais en plus là, on se demande où est passé le cadavre. Voilà. Alors je dis à Horst, le fils, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce cadavre? Et Horst me dit, ben, maman l'a fait rentrer chez nous. Comment elle l'a fait rentrer chez nous? Ben, elle a emmené le corps chez elle et elle l'a enterré dans le jardin. Dans le jardin, oui, à cette époque, en 1960, elle gérait une petite école de langue, de l'allemand, à Salzbourg, qui existe toujours. Si vous avez envie d'aller, c'est la pension Wartenberg, House of Wartenberg. Et elle a enterré son mari dans le pension. Et là, il est resté pendant 6 ou 7 ans. Après, elle a exhumé encore une fois, pour la deuxième fois, troisième fois enterrée quand elle a déménagé à la campagne. Et en 1974, exhumée pour la troisième fois, enterrée pour la quatrième fois, quand elle décide qu'il a besoin d'être placé dans un vrai cimetière. Et en 85, enterrée pour la cinquième fois avec elle quand elle meurt. En 1974, pour l'enterrement, parce qu'on a non seulement les documents dans les archives, elle avait une tendance d'enregistrer les grands événements de sa vie et les conversations qu'elle a eues au sujet de son mari. Alors, février 1974, elle enregistre l'enterrement de son mari. Incroyable. Et on Vous peut avez tout. la voix des discours qu'ils ont prononcés à ce moment-là. Absolument hallucinant. Effectivement, mais des histoires hallucinantes avec cette auto, vous en avez découvert beaucoup. Il y a dans ce livre aussi beaucoup de photographies, beaucoup d'extraits des carnets de Charlotte. Et je me suis posé une question aussi parce que je rappelle qu'au début, on a commencé à parler du rapport de Horst avec son père, du fait qu'il
cherché malgré tout à rendre le côté humain et que finalement la responsabilité des meurtres, des nombreux assassinats de nombreux juifs était minimisée ou mise de côté pour cette raison que les photos que l'on voit dans le livre racontent des moments joyeux, racontent des moments privés et que vous n'avez gardé que pour la fin les photos chocs qui ne sont pas des photos voyeuristes, parce que vous avez fait un choix aussi d'être très judicieux, montrant, indiquant que dans cette histoire, il y avait des morts et il y a eu beaucoup de morts. Comme... Pour moi, une chose qui m'a beaucoup touché dans cette histoire, c'est le liaison entre l'horreur et la beauté. Pendant que Otto est en train d'assassiner des milliers de personnes, sa femme était en train d'aller au concert à Salzbourg, elle était avec des enfants à la montagne, dans les lacs, elle se baignait, le soleil, les animaux. C'est cette déconnexion entre ces deux vies complètement différentes. Et je voulais expliquer la réalité de la chose, de comment ça se passe, la mondanité de la vie, du train-train de chaque jour, pendant que les tueries se passent. Mais le livre s'écrit en temps réel. Horst me demande tout le temps pour des preuves. Revenant à cette lettre en décembre 1939, demain je dois fusiller 50 Polonais. Alors j'ai fait des recherches là-dessus parce que j'ai découvert que l'événement dans une ville polonaise qui s'appelle Bochnia, qui est commémorée encore à nos jours, est d'une grande importance. C'était le premier acte de représailles, de tuerie par représailles, ordonné personnellement par Hitler. Et j'ai lu quelque part, je pense même sur Facebook, qu'il y avait un album de photos qui avait été pris de cet événement en décembre 1939. Alors, avec une étudiante polonaise, j'ai passé presque un an à la recherche de cet album des photos. Et je l'ai trouvé dans une archive à Varsovie, des photos terribles, des photos de la fusillade des 50 Polonais et au milieu, celui qui contrôle l'événement, Otto Wächter. Quand je l'ai montré à Horst, il a trouvé encore une fois une façon de distinguer, mais mon père n'a pas un fusil dans la main, blablabla. Mais je ne vais pas trop dire là parce qu'il y a un grand choc au fin du livre. Pour d'autres dans la famille, ces photos ont fait un vrai choc. Et surtout pour la fille de Horst, qui a pris une autre direction que son père, qui m'a beaucoup surpris. Parce qu'effectivement, ce livre, en fait, c'est plusieurs histoires. C'est l'histoire d'Otto et de Charlotte, mais c'est aussi votre histoire de l'enquête avec Horst que vous amenez régulièrement à le confronter aux actes commis par son père et notamment avec cette rencontre publique à Londres où il est avec le fils de Frank que vous racontez. La façon d'écrire était très importante pour moi. Mon éditrice américaine, qui est fabuleuse, Vicky Wilson, Alfred Knopp, m'avait dit, c'est important non seulement, Philippe, que tu dis, que tu racontes au lecteur ce que tu as trouvé, mais comment tu l'as retrouvé. Parce que pour eux, c'est intéressant. Et je parle de tout ça avec une voix assez restreinte. Je ne veux pas imposer ni mes émotions, ni mes conclusions sur le lecteur, sur la lectrice. J'ai compris avec Retour à Lemberg, avec d'autres livres que j'ai écrits, que les lecteurs sont d'une grande intelligence. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est que l'écrivain leur dit, ça c'est la réaction que vous devez avoir, ça c'est la conclusion que vous devez avoir. Je pense que les relations entre l'écrivain et le lecteur, c'est une relation en double, c'est une sorte d'aller-retour, et c'est très important de faire attention à l'intelligence de ceux qui lisent. Une dernière question pour moi. Je ne sais pas si on va avoir des questions pour l'instant, il n'y en a pas, mais si vous en avez pour ceux qui nous suivent sur Zoom ou sur Facebook Live, n'hésitez pas à les écrire maintenant. C'est de savoir, vous avez parlé tout à l'heure du fait que l'une des premières traductions de ce livre a été faite aux Pays-Bas. Vous avez expliqué la raison. Il est aussi donc, évidemment paru en Angleterre. Depuis vendredi, il est paru en France. Est-ce que ce livre est amené à être paru en Autriche ? Et je vous pose la question parce que ça, c'est comme aussi une grande différence avec Retour à Lemberg, où c'était une histoire allemande. Avec Otto von Wächter, on est dans une histoire autrichienne. Et lors de cette rencontre publique à Londres entre ces deux enfants, il dit, à propos des Autrichiens, « Nous ne savons rien et nous ne voulons rien savoir. »
il ne le dit pas par rapport aux années 40, il le dit par rapport encore à aujourd'hui. Ouais. Alors, on saura bientôt parce que le livre va paraître en Allemagne et en Autriche en édition allemande avec Fischer le 20 novembre. En fait, ça me touche beaucoup. Ça va commencer avec un événement le 20 novembre 2020 à Nuremberg, dans le tribunal où a eu le grand procès, exactement le jour même du 75e anniversaire. Et là, je serai en conversation avec le président de l'Allemagne. Et ça me touche beaucoup. Après l'Allemagne, après Munich, Hambourg, Berlin, j'irai à Vienne le 30 novembre et le 1er décembre. Il y a plusieurs événements, il y a plusieurs journaux qui veulent des interviews, qui veulent reprendre. Mais si le livre va vendre là-bas ou non, on verra. On verra. Voilà, et bien en attendant, ce livre est paru en France, La filière, c'est des éditions Albin Michel. Alors, il n'y a pas encore de questions, mais écoutez, c'est pas grave, on a même débordé notre temps tellement il y avait à dire, et il y a encore beaucoup à dire. Un grand merci Philippe Sands de nous avoir accordé cette heure pour cette première pour nous avec la librairie Le Fayeur sur Zoom et sur Facebook Live. Ceux qui nous ont rejoints en cours de route ou ceux qui n'ont pas pu venir, eh bien, cette rencontre a été enregistrée, donc elle sera accessible via le site de la librairie Le Fayeur et vous pourrez l'écouter, la regarder en intégralité quand vous le souhaiterez. Moi, je vous encourage à lire Retour à Landenberg et La filière. Que vous ayez lu le premier ou non, c'est pas grave, vous pouvez les lire l'un et l'autre dans le sens que vous voulez ou comme en lire que La filière pour commencer, puisque ces deux livres se répondent et peuvent se lire très indépendamment. Un très, très grand merci, Philippe Sand, pour cette heure. Et un merci à vous, Arnaud, et à La Fayère. Merci, merci. Et à Rennes. Et ben, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, on va faire une prochaine rencontre comme ça sur Zoom et sur Facebook Live le 14 octobre avec Manon Fargeton. Alors là, on sera dans un tout autre genre puisqu'on est sur de la littérature jeunesse à partir de 12 ans. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe. Bonne continuation à vous. Et puis, j'espère que la prochaine fois, on pourra continuer. Ça sera en réel, j'espère. Voilà, et que vous nous raconterez justement ces rencontres en Autriche autour de ce livre. Bonne continuation à vous et bonne vie à ce livre. Absolument. Merci. Au revoir. Au revoir à tous et merci beaucoup.